fonction publique, sur les 3 versants. À chaque fois qu'il y a une crise, on les met en avant, et ce sont les meilleurs du monde. Sarkozy, déjà en 2008, le disait, François Hollande a fait la même chose, Emmanuel Macron, pendant la pandémie, c'était pareil. Et à chaque fois que l'État a quelques soucis financiers, eh bien, il tape sur la fonction publique. Mais pas à bras raccourcis. C'est la même chose que la protection sociale collective. Si on tape sur les plus nombreux, on se dit que ça rapportera plus que pour les autres. Maintenant, sur la fonction publique, y compris en termes de taux de pauvreté, ils sont représentatifs de toutes les catégories. Et pour certains d'entre eux, notamment les catégories C, eh bien la pauvreté, ils savent ce que c'est. Donc, depuis dissolution de l'Assemblée nationale, on n'entend parler que d'économies sur les fonctionnaires et réduction, trop d'emplois et tout cela. Pour autant, on a moins de fonctions publiques au plus près du terrain. Les citoyens en demandent plus, mais les politiques en demandent de moins en moins. On a réussi une belle opération quand nous avons négocié l'accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors. On a remis la retraite progressive dès 60 ans, avec 37,5 années de cotisation. Ce n'est que la retraite progressive. Et à Force ouvrière, on a réclamé que ce soit pour tous les salariés, qu'ils soient du public comme du privé. Et nous l'avons obtenu. Les décrets sont en cours d'écriture. Et au 1er septembre 2025, qu'on soit salarié du privé ou de la fonction publique, la retraite progressive dès 60 ans sera pour tout le monde. La presse elle a pour objet de porter nos revendications en matière de rémunération. Et il est vrai que les sorties dans la presse ce week-end des ministres de l'économie et des finances et du budget font qu'une fois de plus, on a l'impression que les fonctionnaires devront contribuer, puisqu'on dit on va encore demander un effort aux fonctionnaires. Et nous, on le dit, les fonctionnaires font des efforts depuis des années. Et si on prend que notre année 2025 et l'année dernière, on le rappelle, 2 années blanches en termes de gel du point d'indice, et 2025, si j'ose dire, pire que 2024, parce qu'on dit toujours que ce n'est pas possible, mais hélas, on y arrive, pire que 2024, parce que là, en plus, il y a la réduction de 10% de l'indemnisation quand on est en arrêt maladie, ce qui n'existait pas avant, tout ça pour faire des économies, bien entendu, et se rajoute, même si FO n'était pas forcément défenseur de ce système, la suppression de la JIPA, qui est la garantie individuelle du pouvoir d'achat, et qui permettait aux fonctionnaires, sur les 4 dernières années, qui avaient une rémunération inférieure à l'inflation, d'avoir à minima cette prime pour en bénéficier. Donc on le voit, la paupérisation de la fonction publique se poursuit à travers le gel du point, à travers une grille indiciaire totalement atone, puisqu'elle est de plus en plus tassée en termes de développement de carrière, et à côté de ça, on nous supprime des éléments supplémentaires. Donc on a fait ce document dans cet esprit-là, en 3 parties. D'abord, parce qu'on veut aussi que ce soit un document pédagogique, y compris pour nos militants et nos adhérents, et plus largement pour l'ensemble des personnels. Au départ, c'est dire quels sont les éléments de la rémunération. C'est un peu le rôle des éléments clés. Après, c'est le constat de la situation que nous vivons depuis des années. Et Fred en a parlé avant, les catégories C aujourd'hui. Si on prend que le premier grade de la catégorie C, c'est 11 échelons. C'est 19 ans de carrière, et au bout de 19 ans de carrière, la différence de rémunération est de 100 € bruts par mois. 19 ans plus tard, je gagne 100 € bruts de plus par mois, ça veut dire que je suis smicard pendant 20 ans. Voilà. Et parfois, on oublie la catégorie B aussi, parce que la catégorie A n'est pas beaucoup mieux servie. Mais la catégorie B, c'est encore parfois des bons exemples. Au premier grade, sur les 10 premiers échelons, sur les 5 premiers échelons, au bout de 10 ans de carrière, on ne gagne que 19 € de plus. 10 ans de carrière, 19 € de plus. C'est un des éléments qui est démontré dans ce document. On parle aussi d'autres éléments qui parfois sont oubliés, comme quand un fonctionnaire se déplace pour les besoins du service, il se déplace parfois avec son véhicule personnel, et là aussi, les indemnités de remboursement sont largement inférieures à ce qui devrait être dû, évidemment, quand on voit les prix des carburants, le coût de l'entretien du véhicule, etc. Et ce qu'on souhaite, c'est
à la fois bien sûr donner de la rémunération complémentaire aux agents publics en exercice, mais aussi redonner de l'attractivité à l'emploi public. Parce que si aujourd'hui on nous dit qu'il n'y a plus personne qui passe le concours ou il manque de candidats au concours, qui a envie de rentrer dans la fonction publique, souvent dans un concours national, d'être muté loin de chez lui, et en plus pour démarrer au SMIC, et puis, comme je le disais, 20 ans plus tard, gagner 100 € de plus. Bon, et je ne parle pas des conditions de travail qui se dégradent, puisque nos chers ministres ont annoncé qu'ils voulaient encore supprimer des effectifs, ce qui veut dire que les choses ne vont pas s'améliorer si c'est le cas. Et si on fait un bilan tout simple de la comparaison depuis 2000 de l'inflation et de la revalorisation, si on peut dire, du point d'indice, parce qu'il y a eu des années de gel, des dizaines d'années de gel, il y a eu des années d'indexation inférieure à l'inflation. Si les fonctionnaires devaient toucher aujourd'hui simplement l'alignement du point d'indice sur l'inflation depuis 2000, ils auraient tous en bas de leur fiche de paye 31,5% de plus de rémunération. Ça, c'est aussi sortir sans arrêt de ces pansements que met le gouvernement qui remonte l'indice minimum de traitement, parce qu'on ne le dit pas assez aujourd'hui, mais quand on regarde la grille indiciaire, si on prend le premier indice de la catégorie C, un fonctionnaire gagne moins que le SMIC, au point que le gouvernement doit rajouter 6 centimes d'euros d'indemnité différentielle pour dire que personne n'a envie de revaloriser la grille, etc. Donc il faut que la catégorie C démarre à 120% au-dessus du SMIC, comme ça on ne sera pas rattrapé sans arrêt, la catégorie B à 140 et la catégorie A à 160. On porte une revendication en ce moment aussi sur les arrêts maladie, parce que c'est tellement extraordinaire d'avoir des budgétaires à la tête de ce pays, c'est qu'on nous dit on va appliquer 10% de réduction de l'indemnisation pour les cas d'arrêt maladie. Et on a été obligé de dire au ministre, est-ce qu'une femme enceinte est en arrêt maladie? Parce qu'à preuve du contraire, la grossesse n'est pas une maladie. La preuve, c'est que le gouvernement le reconnaît lui-même, puisque quand une femme enceinte qui s'arrête en dehors de son congé maternité ou pour raison pathologique, n'a pas le jour de carence. Donc si on n'a pas le jour de carence, ça veut dire qu'on n'est pas malade. Donc comment appliquer les 10%? Donc on espère qu'au moins dans cette situation particulière, surtout quand on nous parle d'égalité professionnelle, etc., que les femmes enceintes qui seront en congé de maladie ordinaire avant leur maternité ou pour un congé pathologique, ne subiront pas les 10%, même si évidemment, nous on souhaite que personne ne les subisse. Oui, peut-être juste une précision sur les 10% et les femmes enceintes. Ça fait déjà à peu près 3 semaines de mémoire. Hein. Moi et les dates, on n'est pas toujours très copains, mais ça fait plus de 3 semaines que la Fédération des services publics et de santé, nous avons eu un contact avec le ministre de la Santé, avec Neuer, dans le cadre d'un conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et nous avons attiré son attention justement sur cette disposition qui, quelque part, nous pose problème. Alors, nous, à FO, on essaie d'abord de discuter. Donc, on les rend attentifs à la situation. Je crois que le ministre a été attentif à ce qu'on a dit, la direction générale de l'offre de soins également. Donc on va maintenant attendre de voir ce que les services du ministère vont faire sur cette problématique qui, à mon avis, devrait pouvoir être réglée sans que l'on passe par le fait de déposer un recours juridique. Mais bon, on va les laisser travailler d'abord sur le point. Et l'intersyndicale s'est positionné dessus bien après que nous ayons attiré l'attention du ministre. Donc nous, on est dans l'attente d'une réponse qui devrait arriver normalement au prochain Conseil sup, voire peut-être avant par les services, et on verra bien ce que le ministère aura décidé. Et le ministre lui-même, Marc Angeli, nous a dit il faut qu'on parte d'un constat partagé. Nous, on va lui présenter ça et on va voir s'il partage le constat. Bonjour, Mario de Grimont pour Actuel CSE. Je voulais savoir, les moins 31,5% de pouvoir d'achat et la perte de 1051 bruts par mois, c'est les seuls effets des gels indiciaires où c'est lié aussi à l'inflation? Enfin, quelle est la répartition dedans? Alors, les 31,5%, c'est vraiment la comparaison basique entre l'inflation depuis 2000 et les années d'augmentation du point ou de gel du point ou d'augmentation partielle. Ça, c'est les 31,5%. Et après, forcément, ça s'applique sur la grille quand on le décline dans les 3 catégories. Le ministre devait aller chercher une enveloppe justement pour négocier. Alors, on ne savait pas si c'était les 3 catégories ou si ça allait être la catégorie C, vu le contexte budgétaire. Bon, est-ce que là, il y a des précisions?
Et pour reprendre l'expression de tout à l'heure où Christian disait que vous souhaitiez une unité dans la fonction publique, est-ce à dire que l'histoire de la décorrélation du point d'indice ressort ou pas? Je ne sais pas s'il était cherché une enveloppe. En tout cas, les communications du week-end nous font penser que non. En complément de ce que dit Frédéric, la question, elle demeure quand même. Elle demeure, elle reste pleine entière, puisque les élus locaux, lors de la dernière augmentation du point d'indice qui date un petit peu, avaient grincé des dents puisqu'ils n'avaient pas été consultés par le ministre de la fonction publique. Et puis on se souvient aussi de la prime pouvoir d'achat qui a été obligatoire sur le versant hospitalier et le versant État et facultatif sur le versant territorial. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question, forcément à Force ouvrière c'est l'unicité du statut et qu'on est contre la décorrélation du point d'indice. Mais quand on entend toutes les mesures, les 100 000 suppressions de postes dans la fonction publique territoriale, la simplification qui est en train de se mettre en place, organisée par le ministre Rebsamen, et tout le volet gestion des ressources humaines, c'est peut-être bien un serpent de mer qui risque de revenir sur la table, et parce que déjà ils veulent aussi simplifier l'attribution des compléments de rémunération, contourner les instances représentatives. Donc c'est un vrai sujet sur lequel on est complètement opposé. J'étais à Montauban jeudi. Je peux vous dire que le maire, quand il a pris la parole pour l'ouverture du congrès, a dit ben voilà, les baisses de dotation sont tombées, alors qu'on a déjà fait voter les budgets. Les dépenses sont connues. Le problème, c'est les recettes. Mais c'est comme d'habitude, comme pour la protection sociale. On connaît toutes les dépenses. On peut même faire un prévisionnel, mais le problème, c'est les recettes. Et les recettes, je vais prendre un exemple que je prends souvent, la redevance télé. Tout le monde râlait pour payer sa redevance télé. Et aujourd'hui, c'est devenu un impôt. Le fléchage, l'audiovisuel public a perdu 200 millions dans le fléchage lié à l'impôt sur la redevance télé. Petite question de retour sur la baisse de l'indemnisation des arrêts maladie. Si vous n'obtenez pas gain de cause, est-ce que vous pourriez réclamer une compensation et éventuellement la réouverture de discussions sur le sujet dans le cadre de la protection sociale complémentaire? On sait qu'il y a aussi pas mal de soucis par rapport à cette PSC, notamment à Bercy, et peut-être aussi quelle réaction avez-vous concernant Bercy notamment? Merci. Alors, on est à géométrie variable sur les trois versants. Là. On est beaucoup plus avancé dans le versant État que dans les autres versants. Bercy, effectivement, a fait le choix d'un opérateur en matière d'assurance assurantielle, privé, pour ne pas dire d'intelligence artificielle avec Alan. Mais ce n'est pas que Bercy. C'est le ministère de l'écologie, c'est l'Assemblée nationale, c'est les services du Premier ministre qui ont fait le choix de cet opérateur. Après, notre fédération des finances concernée prendra ses responsabilités sur le sujet. Il y a deux choses différentes quand même. Il y a le fond, c'est-à-dire l'accord, le cahier des charges de l'accord, et il y a le choix de l'opérateur. Voilà. Y compris le fait que Force ouvrière a signé les accords ministériels qu'on évoque, en tout cas dans le périmètre où Alan a été sélectionné. Donc, chaque fédération, après, fera ce qu'elle a à faire sur le sujet. C'est vrai qu'en revanche, ce qu'on peut constater de manière transversale, c'est qu'une des motivations de la signature de FO sur la PSC, c'était en particulier de défendre le système mutualiste. Voilà, but non lucratif, etc. Là, on en est loin. Il n'y a pas beaucoup de ministères où la mutuelle d'origine, j'allais dire la mutuelle historique, a été retenue, malheureusement, en tout cas, vu de notre fenêtre, qui défendant le système mutualiste. Ensuite, sur les 10%, renvoyer quelque part la perte sèche dans un dossier prévoyance. Alors, Force ouvrière est la seule organisation qui n'a pas signé l'accord prévoyance. Donc, on est assez à l'aise pour dire qu'on a bien fait de ne pas le signer, parce que je reconnais que les autres organisations qui ont signé l'accord pour se rendre compte 6 mois plus tard qu'on allait descendre de 10% l'indemnisation en cas de congé de maladie ordinaire, je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent regretter leur signature, ou peut-être même qui envisagent de la retirer. Bon, nous, on n'a pas signé, on est assez à l'aise. La difficulté de renvoyer, et là je parle pour l'État parce que ce n'est pas la même problématique dans les autres versants, de renvoyer vers la complémentaire, ça veut dire que quelque part c'est à nouveau l'agent qui va s'autofinancer la perte des 10%, parce que ça veut dire qu'on va augmenter la complémentaire en matière de prévoyance, et aujourd'hui, rappelons que la participation de l'État employeur, c'est 7 €.
C'est pas avec 7 euros qu'on va compenser par mois. Oui, je sais, ça surprend. C'est pas avec 7 euros par mois qu'on va compenser la perte. Donc, je ne dis pas que c'est la pire des solutions, mais nous, la meilleure solution pour nous, en tout cas la seule revendication, c'est de dire on ne choisit pas d'être malade, donc on ne doit pas avoir l'abattement de 10%. Oui, juste un petit point. C'est vrai que quand la presse parle de Force ouvrière, souvent vous nous présentez comme étant le syndicat de la fiche de paye. Pour tout vous dire, nous, ça nous va très bien. Vous pouvez continuer à le dire. On est le syndicat de la fiche de paye et ça ne nous dérange pas plus que ça. Moi, je viens de la branche hospitalière et vous pourriez nous dire, des 3 branches, c'est peut-être celle qui est la plus mal placée aujourd'hui pour parler salaire, augmentation de salaire à l'heure où, quelque part, on parle de réduction à tout va et sur les 3 versants. Et pourtant, plus que jamais aujourd'hui, nous, à l'hospitalière, la première revendication des personnels, et je l'ai encore objectivé la semaine dernière lors d'une réunion avec l'ensemble de nos représentants régionaux, c'est la demande d'augmentation des salaires. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le Ségur, à un moment, comme le disait Fred, on l'a signé, et on était très fiers de l'avoir signé. Et on le re-signerait aujourd'hui. Mais on en a besoin. Et besoin pourquoi ? Parce que quand on voit dans le secteur dans quel état on est aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure d'attractivité pour retrouver des jeunes pour venir bosser dans les établissements, mais il n'y a pas que l'attractivité, il y a aussi la fidélisation. Parce que quand on voit, les conditions de travail à l'époque étaient le 2e pilier du Ségur. C'était ce sur quoi il fallait qu'on travaille après les augmentations de salaire pour qu'on puisse retrouver un ballon d'oxygène à l'hôpital. Nous n'avons pas eu de discussion sur les effectifs et nous attendons toujours que le gouvernement demande à la HAS la discussion sur les ratios soignants-soignés qui viennent de la loi de la PPL Jomier, et puis de nous remettre autour de la table pour rediscuter des salaires, parce que, on a des jeunes qui restent 1 an, 2 ans, qui quittent la fonction publique. Dernier chiffre que j'avais, c'est 100 000 infirmières aujourd'hui qui ont le diplôme, qui pourraient bosser et qui ne sont pas dans les hôpitaux de rester. Donc oui, le volet salarial est un volet important pour nous. Il faut aussi que l'on avance par rapport à cette position qu'on avait à l'époque sur les grilles indiciaires au niveau européen, puisqu'on était à peu près en queue de peloton. On est aujourd'hui à peu près dans le ventre mou au niveau des pays de l'OCDE. Il faut qu'il y ait encore quelque part des fonds qui arrivent sur les salaires pour pouvoir permettre au milieu du soin de retrouver l'attractivité. La ministre des Comptes publics ce matin défendait moins de fonctionnaires pour qu'ils soient mieux payés. Donc, votre avis là-dessus, s'il vous plaît. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. On connaît les dépenses, et comme il ne veut pas faire plus de recettes, on va réduire le nombre de fonctionnaires, et je vous fiche mon billet, qu'avant peu de temps, on nous dira « Ah ben oui, mais on a divisé, mais comme il fallait faire des économies, on n'a pas divisé pour tout le monde. » De toute façon, ça s'appelle de la trappe-nigo, c'est pas la peine. Et c'est encore le concours Lépine, mais je crois qu'on l'avait déjà entendu en 2017, en 2022 avant les élections, et puis je crois qu'en 2012, il y avait 2 candidats à l'élection présidentielle et il y en avait un qui parlait de réduire les fonctionnaires. Bon, il n'a pas été élu. Pour autant, le deuxième ne les a pas augmentés. Tout à l'heure, diviser pour régner, c'est pas un scoop, ça existe depuis toujours. Et puis, quand on a besoin... On parlait Ségur, pandémie et tout cela. C'était pour la fonction publique hospitalière. Et puis après, on a eu besoin des forces de l'ordre et tout cela pour les Jeux Olympiques. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, il y aura une conférence des territoires et là, à ce moment-là, on regardera la fonction publique territoriale autrement. Mais c'est juste ça. Depuis 1983, on a arrêté l'échelle mobile des salaires dans le privé avec toutes les conséquences que ça a eu, mais on a les négociations annuelles obligatoires. Par contre, pour la fonction publique, c'est « vous voulez ça ? Ah ben on n'a pas les moyens. Au revoir, monsieur, dame, fin du bal. » Effectivement, alors nous, on n'a jamais été opposés à Force ouvrière à discuter de la réorganisation de la fonction publique, de la redéfinition des missions, etc. Sauf qu'il n'y a jamais eu une instance pour en discuter. Alors, il y avait eu une tentative sous le gouvernement de Hollande, il y a eu le Conseil national des services publics. On avait mis autour de la table tous les employeurs publics et aussi les organisations syndicales représentatives. Et à l'époque, c'était Thierry Mandon qui avait lancé la revue des missions de l'État. Et puis ça s'est arrêté quand Thierry Mandon a changé de ministère. Là, le Premier ministre a annoncé la refondation de l'action publique, où il donne des consignes dans ses ministères de manière à
soi-disant vérifier les missions essentielles, les missions intermédiaires et les missions qu'on pourrait supprimer, mais on n'a aucune information sur le sujet, en tout cas pas sur le périmètre interministériel et encore moins par le ministre Marc Angeli. Effectivement, il y aura sûrement un impact du développement de l'intelligence artificielle, notamment sur les missions dites de front office, qui pourraient être impactées. Et donc, de fait, aussi, les représentants, enfin, le nombre de personnels qui sont affectés à ce type de mission. Mais là aussi, pour l'instant, pas d'informations particulières. Alors, la Direction générale de la fonction publique lance un groupe de travail sur l'intelligence artificielle. On verra ce qu'elle veut y mettre derrière, sous quelle forme, etc. On se doute bien qu'il y aura un impact. Et la discussion, c'est ça, c'est comment on améliore. Mais c'est quelque chose qu'on connaît depuis des années. À chaque fois qu'il y a eu la numérisation, la dématérialisation, alors souvent, comme il n'y a jamais eu d'information, ça a toujours été mal vécu et ça a toujours été lié au sentiment de suppression de postes. Si on prend notamment le ministère de l'économie et des finances, tout ce qu'on a pu faire autour de la déclaration d'impôt, du prélèvement à la source, ça s'est souvent traduit par 2000 emplois de moins tous les ans. Donc s'il y a une vraie discussion, bien sûr, on y participera. Après, si c'est pour nous dire le développement de l'intelligence artificielle, c'est le prétexte à supprimer encore des postes de manière arbitraire, et c'est vrai que ce qu'on a entendu ce week-end, c'est pas très rassurant. Et ce qu'on n'entend pas surtout, c'est le ministre. Le ministre Marc Angeli, on ne l'entend pas. On entend les ministres de l'économie et du budget qui sont en train de dire qu'il faut moins de fonctionnaires. Mais où, comment, pour faire quoi? Parce que les missions de service public, c'est d'abord répondre aux besoins des usagers et des citoyens. Donc on n'est pas opposé au principe de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on ne peut pas être opposé au progrès en général. Mais il faut que ce soit avec un lieu de discussion et à plusieurs niveaux. Sur moins de fonctionnaires et mieux payés. Frédéric l'a dit tout à l'heure, c'est un discours qui revient sans arrêt suivant les gouvernements en place. On se rend compte que quand même les effectifs dans la fonction publique baissent quand même, depuis notamment ces derniers temps avec les baisses des dotations, notamment dans les conseils départementaux où c'est des vagues entières de suppression de postes et on voit rien venir. Donc je crois qu'il faut être lucide. Les discours n'engagent que ceux qui les écoutent et surtout pas ceux qui les tiennent, et qu'aujourd'hui, il y a un besoin urgent d'augmentation de la valeur du point d'indice, parce que c'est ce qui aussi permet le salaire différé quand on est malade, le salaire différé quand on est à la retraite, et quand même préciser que dans la fonction publique territoriale, 75% d'agents sont des agents de catégorie C. Et sur les 75% d'agents, on est à peu près à 25% d'agents à temps non complet. Donc, faut mesurer tout ça. On parle beaucoup d'attractivité, qu'il faut rendre la fonction publique attractive, permettre l'accès à la fonction publique. Faisons déjà permettre à ceux qui y travaillent de pouvoir avoir une carrière, parce qu'il y a le point d'indice, puis il y a aussi la carrière, le déroulement de la carrière qui est complètement abandonné. 100 euros au bout de 25 ans de carrière, ça fait pas rêver. Il y a les conditions de travail aussi, il y a le temps de travail aussi qui est important. Donc il y a tout plein de choses, d'éléments qui sont connexes à la question de la rémunération qu'il faut aussi aborder. Mais on n'est pas dupe sur le discours moins de fonctionnaires, mieux payés, parce que si vraiment ça le permettrait, il y a longtemps qu'on aurait un point d'indice beaucoup plus élevé que celui d'aujourd'hui. Alors sur les réformes, ça fait des années qu'on demande effectivement d'abord qu'il y ait une évaluation, mais qu'il y ait un audit, mais qu'il y ait aussi quelque part un objectif. Parce qu'à part l'objectif budgétaire de réduire les services, de réduire les effectifs, il n'y avait pas grand-chose. Donc non, il n'y a aucun bilan. Et en particulier, si on prend les réformes territoriales qui ont été multiples, parce qu'il y a des réformes dans les ministères, il y a eu des fusions de services, d'administration, mais alors les réformes territoriales, depuis 2010, on en arrive même à avoir des fonctionnaires qui ne connaissent même plus le nom de la direction dans laquelle ils travaillent, tellement on change de sigle, de logo, etc. Donc aucun bilan des réformes, et c'est pour ça quand on nous dit on va recommencer la refondation de l'action publique ou voir comment fusionner des opérateurs, on n'a jamais vérifié les réformes précédentes et surtout leur efficacité, tant bien sûr en termes de conditions de travail pour les agents qu'en termes de services rendus aussi pour l'usager, que ce soit l'usager individuel ou l'entreprise. Ensuite, bien sûr, ça c'est le cahier revendicatif des 3 versants de la fonction publique, donc on va le faire porter par toutes nos structures syndicales. D'ailleurs, nous étions mandatés dans nos résolutions de congrès respectifs
pour le faire. Et bien sûr, on le présentera aussi à l'administration. Qui sait, peut-être un constat partagé, même si on n'y croit pas beaucoup. Mais oui, le but, c'est de le porter de manière transversale partout. Quant aux autres organisations syndicales, on a parfois des accords sur la manière de voir la rémunération. Si on peut se retrouver parfois sur certains points, tant mieux. Si à un moment donné, il faut effectivement se mobiliser pour obtenir une meilleure rémunération pour les fonctionnaires, si on peut le faire de manière transverse avec d'autres, on essaiera de le faire. Mais nous, on est vraiment axé sur le point d'indice et la grille, et pas sur des mesures catégorielles. À FO, on le dit depuis toujours. À chaque fois qu'il y a une réforme, qu'on combatte ou qu'on laisse faire, on demande qu'au bout de 2 ans, 3 ans, on fasse une évaluation de cette réforme. Jamais. Mais qu'elle soit pour le public ou pour le privé. Parfois, on signe des accords nationaux interpro. On aimerait bien savoir, quand ils sont transposés dans la loi, quel est le bilan et quelle est l'évaluation. Ça doit être la première des choses.